Et voilà le montage qui est maintenant terminé. J'ai ici un émetteur infrarouge, ici un récepteur infrarouge. J'ai remplacé l'interrupteur par la photodiode infrarouge. Ici j'ai une LED qui émet des infrarouges, pulsée avec un NE555 à une fréquence très lente pour qu'on voit ici le clignotement. Donc c'est à peu près 1 à 2 fréquences par seconde. On peut voir également la LED qui clignote grâce à l'appareil photo numérique. On voit sa fréquence de clignotement qui est en phase avec la LED verte, sachant que moi à l'œil nu je ne vois pas clignoter la LED infrarouge, mais on la voit dans l'appareil photo numérique. Et on voit que malgré le clignotement, donc c'est-à-dire malgré des interruptions de rayons infrarouges, puisque on voit qu'elle s'éclaire par intermittence, ça veut dire que la photodiode reçoit des infrarouges aussi par intermittence, et c'est pour ça que la LED verte qui est pilotée par la photodiode via un transistor s'éclaire aussi par intermittence. Et bien on voit que les deux LED là restent allumés de façon continue grâce au condensateur qui fournit le petit courant avec son rôle de réservoir. Et maintenant on voit que s'il y a quelque chose, un obstacle qui vient couper le rayon infrarouge pendant une certaine durée, et bien voilà, les LED s'éteignent et le buzzer s'active. Là j'ai volontairement pris une fréquence très lente pour que vous vous rendiez compte du mode de fonctionnement et du système. C'est sûr que si j'ai un obstacle qui coupe très vite le rayon infrarouge, l'alarme n'aura pas le temps de se déclencher. Voilà, puisque la fréquence de clignotement est lente et que mon système il est aussi réglé pour une fréquence de clignotement lente. Mais si j'adopte une fréquence de clignotement de 38 000 fois par seconde, il est évident que là je ne vais pas mettre le même condensateur, ce qui fait que même quand je couperai le rayon juste comme ça, eh bien ça va activer l'alarme. Voilà, donc là on a une première barrière infrarouge expliquée du début à la fin pour vous permettre de comprendre comment ça marche, sachant que là j'ai une fréquence de clignotement qui est très lente. Quel intérêt de faire clignoter ici ma LED infrarouge? Eh bien c'est ce qu'on appelle de l'infrarouge pulsé. Eh bien le fait de le faire clignoter très rapidement par une succession de flashs, ça permet de faire passer un courant beaucoup plus important à travers la LED sans qu'elle claque. Parce que là une LED comme ça normalement elle est prévue pour un maximum de 100 mA. Mais si je la fais flasher ou clignoter à une fréquence par exemple de plus de 30 000 fois par seconde, je vais pouvoir lui faire passer un courant beaucoup plus important. Et le fait qu'elle accepte un courant beaucoup plus important, ça permettra d'avoir une portée d'infrarouge beaucoup plus forte. Et après en plus dans les télécommandes infrarouges, non seulement l'infrarouge est pulsé pour gagner en puissance et en portée, mais en plus, après, le clignotement est encodé de façon à ce que chaque touche puisse avoir une fonction. Mettons que ça soit une télécommande. Et bien si j'appuie sur cette touche-là, ça va envoyer un code. Et au niveau du récepteur, ça va décoder que ce code-là correspond à telle action. Cette touche-là correspond à une autre action avec un autre code, et ainsi de suite. Alors après, je sais qu'on peut encoder tout ça avec un Arduino. Mais moi, le but, c'est pas d'utiliser un programme déjà tout fait. Ce que je voulais faire, c'était comprendre les principes et les bases de fonctionnement des télécommandes infrarouges, et pour ça il fallait que je commence déjà par passer par les barrières infrarouges. Et voilà mon autre barrière infrarouge plus élaborée. De ce côté-ci j'ai l'émission infrarouge, de ce côté-ci la réception. Pour l'instant il faut que j'ai une relative obscurité pour qu'elle marche bien, parce que si j'ai trop de lumière du soleil, j'aurai trop d'infrarouge ambiant et le système de détection ne marchera pas. Et malgré que je pulse mon infrarouge en 38 000 fréquences secondes, en 38 kHz, j'arrive pas à avoir une distance pour l'instant de plus d'1 mètre. Là j'ai un petit mètre. J'ai amélioré le système de réception en mettant une temporisation au niveau de l'alarme, de façon à ce que l'alarme sonne plus longtemps que le temps de coupure du rayon infrarouge. Si je coupe le rayon avec ma main, il y a déclenchement de l'alarme, et l'alarme dure un certain temps, plus longtemps que le temps de coupure du rayon. Je peux régler également le temps de coupure du rayon pour le déclenchement de l'alarme grâce à un petit condensateur. C'est le condensateur que je vous avais montré dans la précédente vidéo, quand je vous expliquais comment le condensateur pouvait fournir un petit courant le temps de coupure du rayon. Et bien plus ce condensateur sera en faible capacité, plus l'alarme se déclenchera facilement en cas de coupure très brève du rayon, et plus le condensateur aura une grande capacité, plus il faudra une coupure de rayon en temps importante pour que l'alarme se déclenche. Sans le petit condensateur,
eh bien, en passant très vite comme ça, l'alarme se déclencherait quand même, alors que là, elle ne va pas se déclencher. Parce que là, la coupure du rayon infrarouge a été très très brève, et le condensateur a fourni du courant pendant le temps de la coupure du rayon infrarouge. Par contre, s'il y a une coupure de rayon infrarouge un peu plus longue, l'alarme va se déclencher. Et grâce à la magie de l'appareil photo numérique, on voit là-bas au fond le rayonnement infrarouge que moi je ne peux pas voir à l'œil nu. Avant de vous montrer au tableau le schéma de montage de la breadboard côté émission et côté réception, un petit aperçu des deux breadboards. Celle-ci c'est la breadboard réception, ici les deux photodiodes, le boîtier jaune c'est un relais, là c'est le buzzer, ici c'est le condensateur qui me sert à faire la temporisation de l'alarme, et ici le petit condensateur, réservoir de courant, qui sert à régler la sensibilité de l'alarme. Et voici maintenant la breadboard côté émetteur infrarouge. On voit les deux LED infrarouges qui sont en train d'émettre, avec le NE555 qui sert à pulser le rayon infrarouge dans la fréquence de 38 000 kHz, en fonction de son condensateur et de ses résistances. Et ici c'est un transistor de puissance TIP 122 qui me permet de fournir le courant nécessaire aux deux LED infrarouges. Ici on a la breadboard côté émetteur, ici la breadboard côté récepteur. La première chose à faire c'est de calculer les résistances et le condensateur qui feront que le NE555 va osciller à la fréquence de 38 000 fois par seconde. Donc on repart de la formule qui dit que la fréquence est égale à 1,44 sur R1 plus 2R2 fois C, sachant que R1 c'est cette résistance-là, R2 c'est cette résistance-là, et c'est ce condensateur. Et bien j'ai calculé que pour avoir 38 000 fréquences par seconde, ou 38 kHz, eh bien je pouvais faire ça avec une première résistance de 1 kΩ, une deuxième de 1,4 kΩ, et un condensateur de 10 nanofarad. Parce que vous voyez, si je fais 1000 plus 2 fois 1400, ça fait 2800, plus 1000 ça fait 3800, 3800 fois 0,000001, le tout sous 1,44, ça me donne 37 894, donc à peu près mes 38 000. Pour l'instant, je représente toujours le NE555 sous sa forme réelle et pas sous sa forme schématique, parce que comme je suis débutant, j'ai du mal à m'y reconnaître, donc je préfère le représenter sous sa vraie forme avec les pins qui sont dans cet ordre-là. Donc la 8 reliée au plus, la 1 reliée au moins, donc là j'ai une alim en 5 volts. La 2 et la 6, il faut bien penser de les relier ensemble. Et puis ici j'ai la première résistance qui est reliée à la pin 7. Entre la pin 7 et la pin 6, j'ai ma deuxième résistance. Et ici j'ai le condensateur de 10 nanofarad qui est relié au moins du circuit. Ensuite en sortie 3, qui est la sortie du signal, je l'envoie à la base d'un transistor de puissance TIP 122 qui me permettra d'alimenter mes deux LED infrarouges. Ce qui fait que quand à la base de mon transistor j'aurai un signal haut, puisque le NE555 va envoyer en sortie 3 un signal carré qui sera une alternance de tension au maximum et tension à 0 volts, donc ça va faire un train de signaux, et bien tous les 38 millièmes de seconde je vais avoir un signal haut qui va rendre le transistor passant, qui permettra au LED infrarouge de s'éclairer, et puis alternativement, tous les 38 millièmes de seconde, il va s'éteindre, donc il n'y aura plus de tension ici, donc le transistor va devenir bloquant, donc les LED vont s'éteindre, et ainsi de suite, 38 000 fois par seconde. Côté réception, j'ai également une alim en 5 volts, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Du côté du plus, je vais avoir ce circuit-là qui va avoir un buzzer et deux LED classiques, c'est mes deux LED rouges quand l'alarme s'active. Donc je vais avoir en parallèle un buzzer et des LED. Ces deux LED là elles-mêmes sont en série et l'ensemble va être piloté par un transistor BC547 et c'est ce transistor qui va piloter l'activation du buzzer et des LED. Ce transistor lui-même va être piloté par un relais. Ce relais va lui-même être piloté par un autre transistor et ce transistor va dépendre ou être piloté par les deux photodiodes. Alors les photodiodes, il faut les monter en sens inverse. Je rappelle, quand une photodiode reçoit un rayonnement dans la gamme d'ondes pour laquelle elle est conçue, là je suis en infrarouge, il faut bien penser à prendre des photodiodes infrarouges et des LED infrarouges dans la même gamme d'ondes. Là je suis à peu près sur du 900-920 nanomètres je crois.
Donc quand les photodiodes reçoivent un rayonnement infrarouge, elles deviennent passantes dans leur sens bloquant, c'est-à-dire que le courant normalement là ne peut pas les traverser dans ce sens-là, mais quand elles reçoivent des infrarouges, le courant peut les traverser dans le sens bloquant, un tout petit courant. Donc quand elles reçoivent des infrarouges, elles deviennent passantes, ce tout petit courant va pouvoir alimenter la base de ce transistor, ce transistor va devenir passant, en devenant passant, du courant va pouvoir passer entre collecteur et émetteur, ce qui fait que mon relais va se retrouver sous alimentation. Moi j'utilise un relais 2RT, de telle façon à ce que quand le relais n'est pas sous alimentation, eh bien ma connexion là, elle est fermée, c'est-à-dire que le courant peut passer, et quand le relais est alimenté, eh bien le courant ne peut plus passer ici parce que le circuit est ouvert à ce niveau-là. Quand cette partie-là du circuit est alimentée, j'ai du courant qui va pouvoir arriver à la base de ce transistor va devenir passant, et le buzzer et les LED vont pouvoir s'activer. Imaginons, j'ai des infrarouges qui arrivent, un courant très faible peut passer. En pouvant passer, il vient charger ce petit condensateur, et également, il vient alimenter la base de ce transistor. En devenant passant, le relais devient sous tension, parce que j'ai le plus ici qui est permanent, mais le moins maintenant il est relié au moins du circuit, donc le relais est alimenté. En étant alimenté, il va s'activer. En s'activant, il va me couper le circuit là, ce qui fait que là je n'ai plus d'alim. N'ayant plus d'alim, eh bien j'ai mon buzzer qui est éteint et j'ai mes LED qui sont éteintes. Et c'est bien ce que je veux. Moi il faut bien que quand mes photodiodes reçoivent des infrarouges, c'est-à-dire que le rayon n'est pas coupé, le rayon infrarouge quand il n'est pas coupé, je veux que le buzzer soit silencieux et que les LED soient éteintes. Maintenant, si j'ai quelque chose qui vient couper ici le rayon infrarouge, eh bien pendant un court instant, mes photodiodes infrarouges ne recevront plus d'infrarouge, elles vont devenir bloquantes. Qu'est-ce qui va se passer? Cette partie-là du condensateur n'étant plus reliée au côté du plus, mais étant chargée positivement, il va vouloir se décharger. Donc il va se décharger, il va continuer d'alimenter la base du transistor, ce qui fait que l'état que j'avais avant va perdurer le temps que ce condensateur se décharge. Et c'est justement la capacité de ce condensateur qui va déterminer le temps de réaction de l'alarme. Si je prenais un condensateur avec une très grande capacité, eh bien en cas de coupure du rayon infrarouge, l'alarme pourrait se déclencher très longtemps après la coupure du rayon infrarouge, parce que c'est le condensateur qui fournirait le petit courant à la base du transistor en remplacement du courant qui arrivait à travers les photodiodes. Mais moi ce que je veux, c'est quand même que mon alarme soit assez réactive, de l'ordre de quelques dixièmes de seconde, voire même un dixième de seconde. Donc c'est pour ça que je prends un tout petit condensateur de 1 microfarad, qui fait que si je fais une coupure très brève comme ça, tac, ça va quand même déclencher l'alarme. Par contre, je n'aurai pas du tout ce condensateur, une coupure de peut-être 1 millième de seconde déclencherait l'alarme. Mais moi, je ne voulais pas qu'une coupure très brève déclenche l'alarme, du style une mouche qui vient couper le rayon infrarouge, je ne voulais pas que ça déclenche l'alarme. Je voulais que l'alarme se déclenche quand même suite à une vraie coupure quand même d'une certaine durée. Donc c'est la capacité de ce condensateur-là qui déterminera le temps de coupure infrarouge qui déclenchera l'alarme. Quand les photodiodes ne reçoivent plus d'infrarouge, si la coupure du rayon infrarouge excède le temps de décharge du petit condensateur, eh bien je n'aurai plus du tout d'alimentation à la base de ce transistor. Ce transistor va devenir bloquant. En devenant bloquant, il va me mettre hors tension le relais. Le relais, en passant hors tension, il va revenir en position de repos. En position de repos, il va relier ces deux pins-là. Donc ce circuit-là va devenir passant. Donc je vais avoir du courant qui va arriver là. Il va passer à travers cette résistance. Il va également charger ce condensateur. Je vais vous expliquer juste après à quoi il va servir. Le courant va arriver là. Il va arriver à la base du transistor. Et du coup, du courant arrivant à la base du transistor, ce transistor-là va devenir passant. En devenant passant, eh bien, je vais avoir mon buzzer et mes LED qui vont être alimentés. Si je n'avais pas ce condensateur-là, eh bien, imaginons que j'ai quelque chose qui vienne couper le rayon infrarouge, le temps de 2 dixièmes de seconde. L'alarme se déclencherait, mais au bout de 2 dixièmes de seconde, de nouveaux rayons infrarouges viennent refrapper les photodiodes, et tout le système se réenclenche. Et en se réenclenchant, eh bien, le buzzer et les LED s'arrêteraient immédiatement, ce qui fait que mon alarme ne se serait déclenchée que le temps de coupure du rayon infrarouge. Donc si j'ai un objet qui vient couper le rayon infrarouge pendant 2 dixièmes de seconde, l'alarme ne s'activerait que pendant 2 dixièmes de seconde, on aurait à peine le temps de l'entendre. Donc moi ce que je voulais, c'est que même pour une très brève coupure infrarouge, l'alarme s'enclenche, mais qu'elle s'enclenche suffisamment longtemps.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un condensateur de, là dans mon cas, de 220 microfarads, ce qui fait que quand l'alarme s'active, lui il se charge, puisqu'il est relié au moins du circuit, donc il va très vite se charger complètement. Et une fois que cette partie-là du circuit est mise hors tension, il va se retrouver lui chargé positivement ici, négativement là, et bien du coup le positif va vouloir aller au moins, et il va aller vers le moins à travers ce petit circuit-là. Et du coup il va alimenter la base de mon transistor, et mon transistor étant alimenté, l'alarme va pouvoir continuer de s'activer le temps que ce condensateur met pour se décharger. J'ai oublié de vous préciser les caractéristiques de cette résistance-là. C'est une résistance de 10 kΩ, 10 000 ohms. Et pourquoi mettre une résistance ici? Eh bien pour éviter que le condensateur, là, celui-là, quand il va se décharger, il se décharge d'un seul coup. Parce que je ne mettrai pas de résistance, eh bien sur le pôle positif du condensateur là, quand le circuit là serait ouvert et que le courant ne pourrait plus passer par là, ce condensateur se déchargerait, mais si j'avais pas cette résistance là, il se déchargerait instantanément, ce qui fait que je n'aurais pas l'effet de temporisation. Alors que là, en mettant une résistance ici, je réduis la vitesse de décharge de ce condensateur. Comme il se décharge plus lentement, ce transistor se retrouve passant plus longtemps parce qu'il y a du courant qui arrive à sa base pendant plus longtemps, et ça me permet de prolonger l'activation du buzzer et des LED plus longtemps. Alors une fois de plus, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire une barrière infrarouge, je ne dis pas que c'est la façon de faire, c'est la façon dont moi j'ai procédé pour arriver au résultat que vous avez vu. Voilà, j'espère que la photodiode et les barrières infrarouges seront moins mystérieux pour vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo sans avoir vu mes vidéos précédentes, je vous encourage vivement à aller voir tous les précédents tutoriels qui expliquent comment se servir d'un NE555 en mode oscillateur, puis également toutes les vidéos tutoriels sur le transistor BC547B qui expliquent le principe de fonctionnement d'un transistor, également les vidéos sur les condensateurs qui expliquent le mode de fonctionnement d'un condensateur.